est minuit 30 à Paris, 23h30 à Libreville, 22h30 en temps universel. Dernière édition d'Afrique Soir. Bonsoir Céline. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Au Gabon, 3 jours après le scrutin présidentiel, 2 camps revendiquent la victoire et dans le même temps, les observateurs électoraux de l'Union européenne déplorent un manque de transparence lors du vote de samedi et les résultats sont attendus pour ce mardi. En République démocratique du Congo, la Cour suprême a ordonné la libération de 3 militants d'opposition après 17 mois de détention. Ils s'opposent à la prolongation du mandat du président Joseph Kabila. Le Swaziland prend la tête de la présidence tournante de la communauté de développement d'Afrique australe. Une décision qui fait polémique. Et dans les rues de Dakar, nous terminerons avec un reportage qui suit une association. Elle veut changer le regard porté sur les personnes atteintes de troubles du comportement, de handicap mental. 3 jours après l'élection présidentielle au Gabon, les résultats sont attendus pour ce mardi. Hier soir à la télévision nationale, la CENAP a appelé ses membres à se réunir en séance plénière à partir de 19h, heure locale. Et en attendant, les camps Bongo et Ping continuent de s'affronter par déclaration interposée. À Libreville, nos envoyés spéciaux Boris Vichit et Sébastien Nemeth. Jean Ping persiste et signe. À son QG, aux côtés des candidats ralliés à sa cause, il a de nouveau assuré être le vainqueur du scrutin. Et alors que les résultats seraient sur le point d'être annoncés, il appelle la commission électorale à rester impartiale. Je rappelle la Sénat au devoir de neutralité qui doit marquer le traitement des résultats. Le peuple souverain défendra par tous les moyens la victoire que tous les faucons civils et militaires sont en train de vouloir voler. Niant s'être autoproclamé président, l'opposant s'est engagé à garantir la sécurité d'Ali Bongo et de sa famille. Le porte-parole du chef de l'État a aussitôt réagi en appelant au calme et à la sérénité. Alain-Claude Bilibinze estime que Jean Ping va trop loin. Nous demandons à M. Ping de calmer ses nerfs. C'est tout à fait irresponsable d'indiquer à ses partisans de descendre dans la rue pour réclamer une victoire qu'il a décidé lui-même de s'attribuer. Dire par tous les moyens, ça veut dire y compris les moyens illégaux. Ceci est inacceptable et nous ne le tolérons pas. Ali Bongo doit-il dès maintenant reconnaître sa défaite, comme le demande l'opposant ? Alain-Claude Bilibinze estime que Jean Ping prend ses rêves pour des réalités. Boris Vichit, Sébastien Nemeth, Libreville, RFI. Et même si les résultats n'ont pas été communiqués, les déclarations politiques au Gabon, vous l'avez entendu, se multiplient. Mais il n'y a pas que les candidats et leurs alliés qui se sont exprimés. La chef de la mission des observateurs de l'Union européenne a déclaré que le scrutin de samedi a manqué de transparence. C'est ce que les 73 observateurs européens ont constaté dans les bureaux de vote où ils étaient déployés. Par ailleurs, la mission de l'UE a pointé un déséquilibre des moyens, déséquilibre qui penche selon eux en faveur du président Ali Bongo Ondimba qui est candidat à sa réélection. En République démocratique du Congo, on a appris ce soir la libération de Christopher Ngoye Mutamba, membre de l'ONG Synergie. Décision de la Cour suprême de justice. Quant aux 2 militants de Lucha, Yves Makwambala et Fred Boma, ils bénéficient eux d'une liberté provisoire. La Cour suprême de justice a donc enfin accédé à leur demande dans le cadre des mesures d'apaisement politique exigées par l'opposition. À Kinshasa, Kamanda Wakamanda Muzembe. Nous remercions tous ceux qui se sont battus pour que nous atteignions ce résultat. Les premières paroles de Christopher Ngoye Mutamba sur le perron de la Cour suprême de justice. À ses côtés, Fred Baouma et Yves Makwambala. Les 3 anciens pensionnaires de la prison centrale de Makala portent le drapeau de la RDC sur leurs épaules. Maître Tony Lubamba Mutamba prend la parole. En ce qui concerne la demande de main levée de M. Christopher Ngoye Mutamba, la demande de main levée de sa détention, on lui a accordé effectivement cette main levée de la détention. Les poursuites vont continuer normalement, mais seulement lui sera en liberté. Le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi Wamulumba ajoute. Yves et Fred sont aussi libres. La Cour suprême leur a accordé la liberté provisoire en tenant compte de la mesure de décrispation pour le dialogue. Christopher Ngoye, Fred Baouma et Yves Makwambala s'engagent alors à continuer la lutte. Nous allons continuer à nous battre pour garantir à chaque Congolais la possibilité de s'exprimer sans avoir peur. On continue la lutte, on ne va pas abandonner. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI.
Et on attend la libération de 5 autres activistes des mouvements citoyens. Le ministre de la Justice congolais a annoncé leur libération vendredi dernier. L'actualité en RDC, c'est également cette manifestation de l'opposition dispersée à Lubumbashi dans le sud du pays. La police a utilisé du gaz lacrymogène face à un rassemblement de centaines de jeunes qui étaient devant le siège de l'Union nationale des démocrates et fédéralistes. C'était ce lundi après-midi. Le rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement qui avait appelé à manifester pour demander le respect des délais constitutionnels et dire non à un 3e mandat de Joseph Kabila. Le rassemblement a dénoncé cette dispersion par les forces de l'ordre. La coalition de partis de l'opposition affirme qu'elle avait reçu l'autorisation de manifester dans les locaux d'un parti politique. Le maire de la ville, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, de son côté, invoque des raisons de sécurité pour justifier cette interdiction. Ce rassemblement ne devait pas avoir lieu là où ils sont maintenant, dans le directoire de l'INADEF. L'INADEF n'a jamais demandé pour tenir un meeting. Nous, on a analysé la situation au niveau du comité urbain de sécurité. Nous avons pris l'option de dire que le dialogue est en train de se tenir maintenant, les travaux préparatifs sont en train de se tenir à Kinshasa, et c'est même terminé en beauté. Mais tout le monde doit focaliser nos esprits vers le dialogue. Il ne faut pas qu'il y ait des meetings à gauche, à droite. C'est ce que nous avons interdit qu'il n'y ait pas de meetings. Nous voulons maintenir l'ordre public. Le maire de Lubumbashi, où un décret interdit l'organisation de manifestations publiques. Mais pour Gabriel Kyunguwa Kumwanza, président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement au Katanga, l'argument sécuritaire est fallacieux. Nous avons pris soin de les aviser et ils sont au courant par écrit. Et ils ne nous ont plus répondu jusqu'au moment où nous sommes apprêtés pour commencer notre manifestation, qui nous ont arrosé de gaz lacrymogène. C'est une violation de la Constitution parce que le droit aux manifestations pacifiques est autorisé à tous citoyens congolais. Il n'y a aucune loi qui interdit jusqu'à ce jour toute manifestation publique pacifique. Quand il faut organiser une manifestation pour le soutien de M. Kabila, il n'y a aucune loi qui interdit. Lorsque nous, de l'opposition, nous organisons sur nos manifestations, là, ils vous opposent le dialogue. Vous voyez ? Des témoignages recueillis par Léa-Lisa Vesterov et le Rassemblement des forces acquises au changement a par ailleurs dénoncé l'arrestation d'une vingtaine de ses militants. Au Soudan du Sud, 60 soldats ont été jugés par une cour martiale pour des crimes qu'ils sont accusés d'avoir commis au cours des combats meurtriers du mois de juillet, des combats entre des partisans du président Salva Kiir et de l'ancien vice-président Riek Machar. Ils se sont déroulés notamment à Djouba. Le porte-parole de l'armée sud-soudanaise annonce que 2 officiers ont été reconnus coupables de meurtre, mais tout en précisant que l'armée attend l'approbation du président avant de dévoiler le nombre exact de militaires condamnés ainsi que leur sentence. Aucun de ces militaires n'a toutefois été inculpé de viol, en dépit de nombreux cas d'agression sexuelle sur des civils et des travailleurs humanitaires qui ont été dénoncés. Selon le porte-parole militaire, les victimes de viol ne se sont pas présentées devant la cour martiale. L'audience de la cour n'a été ni publique ni annoncée à l'avance. Et la violence du conflit au Soudan du Sud provoque la fuite de nombreux civils. Le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés a appelé la communauté internationale à aider l'Ouganda, confronté à un afflux de Soudanais du Sud. L'Ouganda abrite près de 320 000 Soudanais du Sud ainsi que d'autres réfugiés venus du Burundi et de la République démocratique du Congo. Les multiples coupures de courant, les habitants d'Arlit au Niger n'en peuvent plus. Ils l'ont fait savoir publiquement. Un rassemblement était organisé hier pour dénoncer les délestages quotidiens dans cette région minière du nord du pays. Une quarantaine de personnes étaient toujours en garde à vue hier soir à Arlit. Des manifestants arrêtés dimanche lors de ce rassemblement. Anne Cantner. L'électricité ne fonctionne que 3 heures par jour en ce moment à Arlit et parfois la ville est même privée de courant pendant 2 semaines de suite. Alors dimanche, plusieurs associations avaient appelé au rassemblement pour interpeller les autorités et pour exprimer leur exaspération. Et rapidement, c'est la colère qui a pris le dessus, comme le raconte Al-Mustafa Alassane de la société civile. La manifestation a tourné en émeute. On a connu beaucoup de blessés et puis aussi des arrestations. Malheureusement, on a assisté à ces désarrois. Des dizaines de personnes ont été interpellées. Le maire d'Arlit assure qu'elles seront bientôt relâchées et il se dit incapable de répondre aux manifestants. La ville n'est pas responsable. Selon lui, c'est à la société nigérienne d'électricité de trouver une solution. Mais la société civile n'attend pas grand-chose de la Nigélec. La Nigélec n'a même pas un fusible.
Or, on dit que en cas de manque d'électricité, la ville est prioritaire par rapport aux entreprises. Et c'est ça qui n'est pas respecté surtout aussi. La Nigélec répond que si les entreprises minières des environs ont de l'électricité, c'est parce qu'elles disposent de leurs propres moyens de production. Et pour le reste, la Nigélec renvoie la responsabilité à une autre entreprise, Sonichar, qui produit du charbon et qui est censée alimenter les centrales électriques. Anne Kantner. La lutte en Libye pour chasser le groupe État islamique de la ville de Sirte se poursuit. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale assiègent les derniers djihadistes. Ces combattants de l'EI sont contenus dans un secteur de moins de 2 km² selon les forces gouvernementales libyennes. Et malgré les violences, la Libye est un pays de transit majeur pour les migrants qui souhaitent rejoindre les côtes européennes. Les gardes-côtes italiens ont secouru aujourd'hui environ 6500 migrants au large de la Libye. La Tunisie frappée à nouveau par des éléments terroristes selon le porte-parole du ministère de la Défense. 3 soldats ont été tués ce lundi matin dans une explosion au mont Samama qui se trouve dans le centre du pays. C'est une région considérée comme l'un des principaux maquis djihadistes. Une attaque le jour même de la prise de fonction du nouveau gouvernement qui fait de la lutte contre le terrorisme l'une de ses priorités. Le nouveau Premier ministre Youssef Chahed qui succède à Habib Essid est le 7e chef du gouvernement depuis la révolution de 2010-2011. Autre nomination gouvernementale au Mali. L'ancien ministre malien de la Défense, Soumeilou Boubeye Maïga, a été nommé ce lundi au poste stratégique de secrétaire général de la présidence de la République du Mali avec un rang de ministre. Des experts russes et allemands sont au Caire pour examiner les débris d'un avion de la compagnie Metrojet qui s'est écrasé en octobre 2015 dans le Sinaï. Ils doivent tenter de déterminer les causes de sa dislocation selon le ministère de l'Aviation civile. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué le drame, expliquant avoir fait exploser une bombe à bord de l'avion de la compagnie russe après son décollage de la station de Sharm el-Sheikh, tuant ses 224 occupants. Le 36e sommet de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, s'ouvre aujourd'hui au Swaziland sur fond de polémique. Durant 2 jours, les chefs d'État se réunissent, un sommet lors duquel le roi du Swaziland prendra officiellement les rênes de l'organisation pour 1 an. C'est la première fois que le Swaziland occupe ce poste et ce choix provoque de nombreuses critiques. En effet, le pays est la dernière monarchie absolue du continent. À Johannesburg, les précisions d'Alexandra Branjon. Depuis 30 ans, le roi du Swaziland dirige le pays d'une main de fer. Mswati III gouverne uniquement par décret. Il est opposé à l'instauration de la démocratie et les partis politiques sont d'ailleurs interdits par la Constitution. Seules quelques formations sont tolérées à condition de ne pas faire trop de bruit. Pour Mlungisi Makanya, secrétaire général du Pudemo, une organisation interdite il y a plus d'1 an, cette élection est une insulte à la démocratie. Je suis un des leaders du Pudemo qui a été arrêté et relâché sous caution. Je suis accusé de terrorisme et de sédition simplement pour avoir porté un t-shirt avec le logo de mon organisation. Et je dois me présenter au poste de police 1 fois par mois. Nous disons que l'élection du roi, qui est connu pour son manque de respect des droits de l'homme et de l'état de droit, est une simple confirmation supplémentaire que la SADC n'est plus ce qu'elle est. Pour le Pudemo, l'élection de Mswati III remet également en cause le mandat de l'organisation, à savoir servir de médiateur dans les conflits de la région, comme au Lesotho ou en République démocratique du Congo. Alexandra Branjon, Johannesburg, RFI. Au Zimbabwe, la justice a rejeté la demande de libération conditionnelle de l'un des leaders du mouvement contre le président Robert Mugabe, quelques jours avant de nouvelles manifestations dans la capitale. 70 personnes, dont des opposants et des commerçants, ont été arrêtées vendredi pendant ou en marge d'une manifestation dans la capitale pour demander une réforme électorale. La justice doit décider ce mardi si elle les libère. Aider et être solidaire avec les malades mentaux. Au Sénégal, une association a décidé d'organiser une journée de mobilisation pour que la population, comme les décideurs, change leur regard sur le handicap. Une association portée par un homme qui passe sa vie à défendre les malades mentaux. Reportage à Dakar de Guillaume Thibault. Avec sa cravate nouée sur le front, ses chaussures dépareillées, ses habits déchirés, Ansoumana Dione est un étonnant personnage. Seul dans sa lutte, il interpelle chaque passant et pour se faire entendre, il a sa technique. Je me suis habillé en malade mental. C'est pour qu'effectivement, nous tous, nous nous mettions dans la peau du malade mental. Nous partagions leur peine et leur souffrance. Fadou est étudiant et lorsqu'il a vu Ansoumana Dione, il a accéléré avant de l'écouter. C'est juste qu'il a osé briser les tabous, comme on dit.
parce qu'ils sont marginalisés, exclus de la société. Et ils se portent volontaires pour être leur avocat. S'il cherche à mobiliser les populations, Ansoumana Dione souhaite aussi interpeller les autorités. Et c'est devant le ministère de la Santé qu'il distribue ses tracts. Quand on est atteint de sida, quand on est atteint de paludisme, la communauté internationale se mobilise. Pourquoi pas pour les malades mentaux? Mamadou Mbaye, enseignant, lit l'ensemble du tract avant de réagir et d'appeler lui aussi à la mobilisation pour aider les personnes atteintes de troubles mentaux. Son combat doit intéresser tous les Sénégalais et on doit vraiment s'occuper de ces gens-là, les aider. Ansoumana Dione a un objectif, être reçu par le président Macky Sall pour parler avec lui du quotidien des malades mentaux. Guillaume Thibault, Dakar, RFI. Vous écoutez RFI, les 22h passées de 45 minutes en temps universel. À suivre dans Afrique Soir, les sports, toute l'actualité africaine. Nous serons en compagnie de Thomas de Saint-Léger. Rendez-vous dans 5 minutes à peu près. Et à 22h57, temps universel, Juan Gomez et les meilleurs moments d'appel sur l'actualité. Comment consommer local? C'était le débat de ce matin, mais tout de suite, c'est l'invité. Et direction la Centrafrique où une cour pénale spéciale doit en principe être mise en place afin de juger des violations des droits humains commises dans le pays depuis 2003. Vendredi dernier, une étape de plus a été franchie avec la signature d'un accord entre le gouvernement centrafricain et les Nations Unies pour la mise en place de cette instance. À Bangui, le gouvernement salue un accord historique pour le pays et un pas de plus vers la paix. Le ministre de la Justice, Flavien Mbata, est l'invité d'Esteban Galliano. Monsieur Flavien Mbata, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de la Justice, le garde des Sceaux de la République centrafricaine. Vendredi 26 août, vous avez signé avec le PNUD un accord sur la création de la Cour pénale spéciale. Et dans votre discours, vous dites que cette Cour pénale spéciale est unique au monde. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliciter cette unicité? Je vous remercie. Le vendredi 26 août 2016 était un jour historique pour la République centrafricaine, dans la mesure où, depuis plusieurs années, des crimes extrêmement graves ont été commis sur notre territoire. Alors, pour véritablement aller vers la paix et la réconciliation nationale, il est important de faire justice pour ces différents crimes, en laissant un signal fort que de tels crimes ne seront plus tolérés. C'est dans ce contexte que, tenant compte donc de ce que le système judiciaire centrafricain souffre des conséquences de plusieurs conflits ayant ravagé le pays, et ne disposant que des moyens limités en termes de ressources humaines et matérielles, la RCA a fait l'option de se doter d'un mécanisme plus complet et efficace qu'est la Cour pénale spéciale, qui est une juridiction hybride, qui a un mandat de 5 ans renouvelable. Nous venons, comme vous l'avez dit, de signer avec le PNUD le document de projet dont l'exécution va rendre opérationnelle la Cour. Et je précise que cette Cour est unique au monde de par ses spécificités. Alors justement, quelles sont ces spécificités? En premier lieu, c'est pour la première fois dans l'histoire de la justice transitionnelle qu'un tribunal spécial est créé dans un pays qui est toujours en conflit. En deuxième lieu, la Cour pénale spéciale est une juridiction hybride, c'est-à-dire composée de magistrats centrafricains et de magistrats internationaux, établis au sein du système judiciaire centrafricain. En troisième lieu, la RCA innove en matière de lutte contre l'impunité en combinant le renvoi à la Cour pénale internationale et la création d'un mécanisme national spécifique et renforcé. Et enfin, ce sera la première fois qu'une cour hybride est établie dans une situation où la Cour pénale internationale est active. Qui peut être jugé par ça? Cette juridiction est compétente pour enquêter, instruire et juger les violations graves des droits humains commises sur le territoire de la RCA depuis le 1er janvier 2003, notamment les auteurs, co-auteurs ou complices des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, parmi lesquels des meurtres, des assassinats à motivation politique ou ethnique, des déplacements massifs de population, des pillages et incendies de villages à grande échelle, etc. Je précise que les crimes relevant de la compétence de cette Cour sont imprescriptibles. Et cette compétence s'étend sur l'ensemble du territoire national, mais aussi aux actes de coaction et de complicité commis sur le territoire des États étrangers avec lesquels l'État centrafricain est lié par des accords d'entraide judiciaire. La question qu'on se pose tous, qui va composer cette Cour pénale spéciale et comment vont-ils être choisis? Je voudrais préciser que la Cour pénale spéciale va être donc composée de magistrats nationaux et de magistrats internationaux qui auront travaillé dans 4 chambres. Le parquet, près la Cour pénale spéciale, comprend un procureur spécial qui est un international. Il est secondé par un procureur spécial adjoint qui est un national. Ils sont donc tous assistés par des substituts.
Alors, s'agissant des modes de recrutement, comme posé dans votre question, je précise d'abord que les membres nationaux ou internationaux doivent être des personnes de bonne moralité, faisant preuve d'une impartialité et d'une intégrité et surtout possédant les qualifications professionnelles requises pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Alors, au plan national, les membres de la Cour pénale spéciale sont les magistrats en activité, les avocats inscrits à l'un des barreaux de la RCA et les anciens de droit d'université ayant une expérience des pratiques juridictionnelles. Et alors, les victimes qui ont beaucoup d'attentes, quelles vont être les réparations? Comment vont se dérouler les indemnisations? L'un des piliers de la justice transitionnelle, c'est la réparation, qui peut être pécuniaire ou non. Mais je précise que cette question a été évoquée lors des études du projet. Il a été suggéré donc la création d'un fonds d'indemnisation des victimes. Mais la question est encore en étude avec les partenaires. De toutes les manières, tout sera fait conformément aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale centrafricaine. Monsieur le ministre de la Justice, dernière question, il n'y a pas que la Cour pénale spéciale dans les priorités du gouvernement. Dans vos priorités, il y a aussi la lutte contre la corruption. C'est dans le discours d'ailleurs du candidat Touadéra et dans ses discours depuis qu'il est président. Quels vont être concrètement vos dispositifs de lutte contre la corruption dans la justice centrafricaine notamment? Je voudrais d'abord faire remarquer que notre pays est en train de sortir d'une grave crise et qu'il a besoin d'une bonne justice pour rassurer les Centrafricains. Le pays a aussi besoin d'une bonne justice pour la sécurité juridique et judiciaire pour assainir le climat des affaires. C'est dans ce sens que je mène depuis ma nomination un combat acharné contre la corruption et les autres infractions assimilées dans le monde judiciaire, et ce à travers le premier dispositif qui est donc l'inspection générale des services judiciaires. Alors, c'est l'occasion de faire connaître à tous les justiciables centrafricains qu'en Centrafrique, la loi leur donne la possibilité de dénoncer au département de la justice tous les cas de corruption ou de tentative de corruption dont ils peuvent faire l'objet. Et ce combat est donc transversal et concerne tous les départements ministériels dans ce pays, car c'est à partir de ce combat que nous pouvons faire venir des investisseurs pour faire relever notre pays qui est vraiment tombé assez bas. Si je résume, pas de justice, pas de paix. Merci, Monsieur Flavien Mbata, ministre de la Justice de la République centrafricaine. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Le ministre de la Justice centrafricain était l'invité d'Esteban Galliano. C'est l'heure du journal des sports. Bonsoir Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. D'abord la suite de la polémique en Algérie autour des conditions de préparation des sportifs pour les derniers Jeux de Rio. Conditions jugées mauvaises par plusieurs d'entre eux. Sont pointés du doigt les responsables du sport algérien et aujourd'hui l'un d'eux a réagi. Il s'agit d'Amar Bramia, vous allez l'entendre, il cherche à calmer le jeu. Mais on rappelle quand même, c'est utile, que les débats s'étaient enflammés ces derniers jours. En porte-étendard de la contestation, l'athlète Taoufik Marloufi, double vice-champion olympique sur 800 mètres et sur 1500 mètres. Il s'était dit abandonné par sa fédération, accusant des responsables de sabotage. Marloufi avait aussitôt reçu le soutien de plusieurs autres sportifs de son pays. S'était donc installé un climat électrique entre d'un côté les champions, de l'autre les officiels. Ces derniers veulent maintenant éteindre l'incendie, c'est ce qu'on comprend en écoutant Amar Bramia. Il était le chef de la délégation à Rio et il est au micro de Safir Jalal. Je n'ai aucun commentaire à faire sur les commentaires qui ont été faits par les athlètes, je le dis. Nous avons des résultats, nous avons à mettre en valeur autre chose que les commentaires des athlètes à chaud à l'arrivée des courses. Voici la position du comité olympique. Le bureau exécutif s'est réuni hier et très simplement, il est satisfait des résultats et il dit bravo à l'athlète Marloufi, ce très grand champion, et bravo aux 4 athlètes qui ont fait 5e et bravo à Ben Aïssa qui a fait 8e. On a refusé la polémique, il ne faut pas aller vers la polémique. Nous refusons la polémique, et surtout avec les athlètes. Le comité olympique refuse la polémique parce que nous avons du respect pour nos athlètes, nous avons des respects pour nos fédérations et pour nos techniciens qui travaillent dans l'ombre et les difficultés, nous avons du respect.
Amar Bramia qui se retranche un petit peu quand même derrière les performances des sportifs algériens à Rio. Performance pourtant en deçà des attentes. 2 médailles, toutes grâce à Taoufik Marloufi contre 5 espérés. Et c'est un coup dur pour la sélection ivoirienne de football. Sauf surprise, Serge Aurier ne jouera pas le dernier match de qualification de la CAN samedi face à la Sierra Leone. Et c'est un match décisif parce que les éléphants sont certes premiers de leur groupe, mais tout peut encore basculer en cas de défaite surprise. Ce sera, sauf miracle, sans le piston droit de leur défense. Serge Aurier, donc blessé hier avec son club du PSG. Il est sorti du stade sur des béquilles. Aurier et le PSG qui ont d'ailleurs passé une bien mauvaise soirée avec à la clé une défaite 3-1 face à Monaco. Et pour la sélection du Soudan du Sud, Thomas, là c'est carrément toute l'équipe qui pourrait déclarer forfait pour le match face à la Guinée équatoriale. La fédération sud-soudanaise de football n'aurait pas les moyens de financer le déplacement de son équipe à Malabo, une absence sans conséquence pour les qualifications à la CAN 2017, les 2 sélections étant déjà hors course. En revanche, et c'est beaucoup plus préoccupant, si ce forfait se confirme, le Soudan du Sud pourrait être exclu de la CAN 2019. La fédération écoperait en plus d'une amende de $30 000. Le nom d'un pays africain en grand sur le maillot d'un club de Ligue 1 française. L'annonce peut paraître étonnante et pourtant, le Tchad est devenu le sponsor principal du FC Metz. L'accord porte sur une durée de 3 ans et il n'est pas seulement financier. Le FC Metz, déjà impliqué au Sénégal via l'Académie Génération Foot, veut continuer à accompagner le développement du football en Afrique et pourquoi pas y trouver les pépites du futur. Le président messin Bernard Serin. Nous avons des choses à apporter, le savoir-faire de formation par exemple, ce que nous faisons à Dakar. Nous avons aussi des grands talents africains qui peuvent alimenter notre équipe professionnelle. Notre centre de formation de Dakar est tout à fait ouvert à accueillir les jeunes talentueux tchadiens. Les projets que nous avons au Sénégal avec Génération Foot, c'est un projet extrêmement lourd. Nous n'avons pas encore complètement d'ailleurs achevé la mise en place de tout ce qui est nécessaire. Nous sommes en train de construire le collège et le lycée pour assurer l'éducation, le centre d'apprentissage aussi à certains métiers. Donc tout ça n'est pas encore terminé, donc je ne peux pas envisager, en tout cas pas rapidement, de faire une deuxième implantation africaine. Bernard Serin, le président du Football Club de Metz, désormais sponsorisé par le Tchad. C'était le journal des sports. Merci Thomas de Saint-Léger. Vous écoutez RFI, 23h, temps universel. C'est la fin de cette édition d'Afrique Soir préparée avec Wafanour. Merci à vous de l'avoir suivi. Et tout de suite sur la radio du Monde, un nouveau journal. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Bienvenue, c'est l'heure du zapping. Ce matin, nous lancions le débat sur l'autosuffisance alimentaire en Afrique avec en toile de fond la mobilisation du Sénégal pour soutenir le secteur du riz et inciter la population à consommer la production locale. Ça fait plus d'une année que je consomme exclusivement du riz sénégalais à la maison. Et je crois fermement qu'on ne peut pas développer nos pays si nos moyens de subsistance dépendent de l'extérieur. Il faut ces politiques volontaristes de nos gouvernements et aussi beaucoup de promotion, beaucoup de soutien à la production locale pour qu'elle soit compétitive, pour qu'elle soit de qualité et que les Sénégalais comprennent que non seulement notre riz local, il est bon, et en plus, en consommant local, on soutient notre économie. En réalité, au Burkina Faso, le slogan consommons burkinabé n'est pas une réalité parce qu'il n'y a pas une volonté politique réelle. On dit consommons burkinabé, on dit nous allons produire donc du riz local. Mais j'estime que si on devait consommer burkinabé, on devait mettre ça en priorité. Il n'y a pas de promotion, il n'y a pas donc de volonté politique. On dit que le riz local est cher ou il est impur. D'abord, si on dit qu'il est cher, je pense que s'il y avait une politique réelle de promotion donc du riz local, on aurait dû travailler donc pour baisser le prix du riz. On dit le riz local est impur. Je suis peut-être d'accord, mais je dis également que le riz importé, il est de mauvaise qualité. En comparaison à l'initiative sénégalaise, la Côte d'Ivoire n'a pas en ce moment, à ma connaissance, un programme national d'autosuffisance alimentaire. Elle s'est beaucoup plus focalisée sur les produits dits d'exportation. Je parlais du cacao, du café, de l'EDA et d'autres. Nous sommes un peu peinés d'appeler encore en ce 21e siècle ces produits-là produits d'exportation, car nous ne savons toujours pas les transformer sur place.
Avant de parler des qualités, moi je pense qu'il faut parler des productions en masse. Et qui dit production en masse en Côte d'Ivoire, moi je pense qu'il faut passer par la modernisation, notamment la mécanisation de l'agriculture. Le riz guinéen est d'une qualité extraordinaire. Ouais. Maintenant, le petit problème, c'est que le prix est un peu élevé, alors que le riz importé est vendu à un prix un peu banal. Donc, c'est à ce niveau où l'État doit, en toute sincérité, aider les agriculteurs à produire en quantité suffisante, mais en leur fournissant du matériel agricole et d'autres intrants. Et aussi sensibiliser les consommateurs sur l'importance des produits locaux. Et on se retrouve demain à 8h10 TU. Nous parlerons de la rivalité que se livrent la Chine, l'Inde et le Japon sur le continent africain. RFI, la sélection du mois. Oltan. C'est un pays tranquille où les gens sont discrets. C'est comme tout, faut du temps pour l'apprécier. Dafer Youssef. RFI.